Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Dans son job, aujourd'hui, on parle de la galaxie des métiers. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est pouvoir mener un parcours professionnel. On n'est pas forcément embauché pour un emploi, mais parfois pour un parcours professionnel. Et on va en parler avec Carole Mangui. Elle est chef projet officer chez NeoBrain, justement une application qui accompagne les collaborateurs. On en parlera dans quelques instants avec elle. Le livre de Smart Job, Envier ou avoir envie, bah oui, c'est pas tout à fait pareil et le mot n'a pas le même sens. C'est le titre d'un livre aux éditions Erol, écrit par Raphaël Leby. Elle est directrice générale du think tank Le Cercle du Leadership. Elle est professeure affiliée à l'ESCP Business School et c'est un livre collectif passionnant sur ce rapport à nos envies. C'est presque philosophique. Elle sera notre invitée. Et puis dans le cercle RH, le cercle des experts, comme chaque semaine pour balayer l'actualité, en retraite évidemment. Cette main tendue et ce dialogue proposé par Laurent Berger avec un malentendu sur on parlera ou on ne parlera pas de l'âge de 64 ans. Et puis on parlera aussi parce que le gouvernement tente d'accélérer de cette loi sur le partage de la valeur. Et on terminera par l'égalité femmes-hommes. C'est en Catalogne. On fera le point avec nos experts. Et puis fenêtre sur l'emploi, on parlera du dark web. C'est cette zone sombre et grise du web avec beaucoup d'embauches. Et on en parlera dans quelques instants avec Noémie Minster. Elle est porte-parole et chargée de communication chez Kaspersky France. Ils ont fait une étude très détaillée sur le marché du dark web. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup recrutement, difficulté de recruter. Et puis les collaborateurs en interne ont parfois des interrogations sur je suis recruté, mais est-ce que je vais faire ce métier-là pendant 43 années, puisque c'est le sujet des retraites qui est posé. On en parle avec Carole Mangui. Bonjour Carole. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes Chief Product Officer. En français, c'est quoi le titre ? C'est responsable du produit et de l'innovation chez NeoBrain. Responsable du produit et de l'innovation chez NeoBrain. NeoBrain qui est une entreprise de la tech. Et aujourd'hui avec vous, et vous portez ce produit, parce que c'est extrêmement concret, vous avez inventé la galaxie des métiers. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est assez simple finalement, c'est une sorte de GPS qui va vous permettre en tant que collaborateur finalement de saisir un métier, le métier de vos rêves, et de voir quel est le chemin le plus court pour y accéder. La difficulté en fait qu'ont aujourd'hui les personnes qui travaillent dans des entreprises, c'est finalement de se projeter sur le job d'après, mais aussi sur une carrière. Et donc en fait, on a simplement eu l'idée de reproduire ce qu'on sait faire finalement avec un GPS classique, mais pour se promener dans la galaxie des métiers. Alors la galaxie des métiers, on la voit cette galaxie, ça donne des exemples très concrets. Je suis une gestionnaire back-office bancaire, mais je peux aussi circuler dans cette galaxie avec des métiers. Alors physiquement, comment je fais ? C'est-à-dire que c'est une application, mais évidemment je la télécharge, je fixe mon poste, il y a un point de départ. Exactement. Et puis ensuite on m'offre une galaxie, une possibilité ? Exactement. Donc en fait, tout ça est basé sur votre profil personnel, c'est extrêmement important. Donc bien le détailler ? Bien détaillé, mais après il suffit finalement de charger votre CV ou vos expériences, de valoriser vos compétences. On a en fait tout un système de questionnement qui va aider le collaborateur à valoriser ce qu'il sait faire, mais aussi ce qu'il aime faire. C'est extrêmement important pour bien avoir en tête finalement ses leviers de motivation et ce qui fait qu'il va se sentir bien dans un job. Et puis ensuite, du coup, il a grâce à la galaxie des métiers, la possibilité de regarder quels sont les chemins qui s'offrent à lui pour évoluer dans l'entreprise. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est finalement de pouvoir imaginer la pluralité de ce que sera notre vie professionnelle. Quand on regarde... On en parle beaucoup de ce sujet. Exactement. On n'aura pas un métier, mais 3. 3, voire 4. Voilà. Mais là, on reste dans le même domaine, excusez-moi Carole. Là, la proposition qui lui est faite, c'est dans sa galaxie, on reste quand même un petit peu dans son domaine. Je ne vois pas pépiniériste ou gardien d'immeuble. Effectivement, mais ça dépend de votre set de compétences. C'est-à-dire que si vous êtes peut-être gestionnaire de back-office aujourd'hui, et puis vous avez des appétences pour devenir, je ne sais pas, responsable RH. Du coup, vous pouvez écrire responsable RH, et du coup, là, ça va vous donner le chemin. Mais au-delà du chemin, il faut qu'on vous guide vers ce chemin. Ben oui.
c'est quelles sont les compétences que vous devez développer formations. Et quelles sont les formations. Donc ça, c'est évidemment proposé comme un package qui permet à celui qui rêve d'aller là, qui a envie, pour faire écho au livre, c'est de se dire, voilà, il va falloir quand même que tu fasses ça, ça, Exactement. ça. Juste un petit mot, et même plusieurs, vous destinez à des personnes qui sont déjà en entreprise, ou vous destinez cet outil à des personnes qui sont hors de l'emploi et qui disent, j'ai été cela et j'aimerais bien devenir cela. À qui vous vous adressez là? Alors, Neobrain s'adresse plutôt aujourd'hui aux entreprises. Nos clients sont des grands comptes. Et ce qu'on a observé, c'est que finalement, on a beaucoup de personnes qui sont dans les grands groupes et qui ont du mal à se projeter et qui surtout ont du mal aussi à être enfermés dans ce qu'on appelle une filière dans les grandes entreprises. Typiquement, vous rentrez dans les back-office, vous avez le sentiment que vous allez rester back-office. Vous rentrez dans la vente, vous dites, tiens, finalement, vous avez votre manager qui va certainement vous parler plutôt de ces métiers-là. Là, grâce à ça, finalement, on vient ouvrir le champ des possibles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 76% des gens qui cherchent un emploi en dehors de leur entreprise, qui le cherchent parce qu'ils n'ont pas de perspective de carrière dans leur entreprise. Donc, ce qu'on vient apporter finalement à nos clients, c'est de la fidélisation. Un levier de fidélisation face à des personnes qui, aujourd'hui, ont tendance à plutôt quitter leur entreprise pour faire une nouvelle carrière ou pour évoluer. Carole, quand vous allez vous présenter avec Neobrain et cet outil et ce produit qui est effectivement assez riche, les DRH vous parlent aussi de la gestion, la gestion prévisionnelle des carrières. Parce que ça, c'est un sujet, ça fait exactement écho à ce sujet-là. Ouais. C'est comment j'anticipe le mouvement d'un collaborateur. Donc ça vient répondre à cette demande. Alors ça vient répondre à ça. Donc là, vous êtes sur l'interface qui est vraiment très ciblée sur l'utilisateur, le collaborateur. Très ludique. On vient l'aider. Et puis côté RH, ce qu'on va aussi apporter, parce que tout ça travaille avec de l'intelligence artificielle, c'est de la prévisibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a une capacité avec des algorithmes à faire vieillir les populations, à projeter les fameux départs de carrière. Mais aussi les départs potentiels des personnes et à du coup identifier les meilleurs chemins de manière à pouvoir aider les RH finalement à positionner la bonne compétence au bon endroit au bon moment, aujourd'hui et demain. Et donc lui proposer, lui fournir les outils qui lui permettront d'accéder, c'est-à-dire lui faire les formations qui vont bien pour lui permettre d'accéder à ce poste. Et c'est un outil, alors évidemment, de gestion des carrières, vous l'évoquez, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, et c'est intéressant, c'est aussi un outil de rétention des collaborateurs. Bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que, et on voit aujourd'hui nos clients, dès qu'un collaborateur rentre, même un jeune, même un apprenti qui est au tout début finalement de sa carrière, il a besoin de prévisibilité. Et ce type d'outils, ils le mettent dans le parcours d'onboarding. En disant, effectivement, nous, ce qu'on t'offre, il le flèche déjà. C'est un parcours avec la proposition de formation derrière. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, nous, notre engagement en tant qu'employeur, c'est finalement de t'aider à te développer et du coup, de te faire progresser dans les métiers qui t'intéressent et de te faire développer des compétences. C'est très intéressant. Neobrain, donc cet outil existe, on est bien d'accord, il est disponible. Il est en cours de lancement. Et il est évolutif, c'est-à-dire qu'on peut, parce que c'est de l'IA, donc si je change évidemment mes compétences en amont et que je refais ma fiche, ça modifie ma galaxie ou pas? Et vous êtes au centre et si vous faites des formations, que vous développez des compétences, si votre manager ou vos pairs viennent reconnaître des compétences, du coup, l'IA apprend et va vous guider et vous aider à progresser. Un outil d'accompagnement en IA d'ailleurs, un outil d'aide au DRH pour la rétention, l'engagement des collaborateurs et puis évidemment la gestion des carrières, des parcours, parce que évidemment rester 43 ans à faire le même métier, aujourd'hui les salariés veulent plus. C'est ça Et puis les métiers évoluent tellement vite que de toute façon, finalement, il y a une sorte d'alignement des planètes où... C'est le cas de le dire. Oui, on va... Voilà. C'est le cas de le dire. C'est un très beau jeu de mots pour finir. Merci Carole Manguy. Vous êtes responsable de quoi? Des produits et d'innovation chez Neobrain. Et d'innovation chez Neobrain. Merci de nous avoir rendu visite avec cet outil. On est parti un petit peu dans l'univers aujourd'hui, dans cette rubrique, bien dans son job. Le livre de Smart Job, on va revenir sur des sujets philo, mais d'ailleurs qui font écho au sujet des carrières. Envier ou avoir envie, ça c'est un vrai sujet. C'est le titre d'un livre et on accueille son auteur. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, avec un sujet alors philosophique et aussi très concret que vous vivez dans l'entreprise et qui vous traverse. Envier ou avoir envie. C'est le titre d'un livre aux éditions Erol, du désir, de la comparaison, des rivalités. Quelle disposition, quel barrage à l'envie, quelle réponse constructive et destructrice. Et l'autrice est Raphaëlle Lobby, elle est notre invitée. Bonjour Raphaëlle. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la directrice générale d'un think tank, de ce think tank, le Cercle du Leadership, et professeur affilié à l'ESCP Business School. Livre
que vous avez évidemment porté, c'est votre projet, mais porté aussi par quelques plumes, 30 collaborateurs, 30 décideurs. Philippe Gabillet qui est venu sur notre plateau, qui est un personnage incroyable et qui est à l'ESCP d'ailleurs. J'ai vu Didier Pitlet qui est venu régulièrement sur notre plateau. Commençons par le début. Je trouve que ce titre est très intéressant parce que, en fonction de la manière dont on utilise ce mot, il n'a pas le même sens. Il y a une version très noire, très dark, enviée, et vous le décrivez, c'est quelque chose de... Les philosophes l'ont évoqué, Kant, je crois, pour ne pas le citer. Et puis il y a avoir envie. Et là, c'est beaucoup plus beau. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors, le think tank Le Cercle du Leadership écrit chaque année sur une thématique choisie par son board. Et cette année, on est parti sur le sujet de l'envie. Et en effet, on avait plus pensé à l'envie d'avoir envie. Et dès qu'on a creusé sur le concept d'envie, on s'est rendu compte quand même dans la littérature, on n'était pas du tout dans les clous et que l'envie venait quand même du péché capital. Clairement. Et que dans son acception originelle, elle venait d'un sentiment d'infériorité, parce qu'on constate un manque, né d'une comparaison sociale. Donc on est vraiment plutôt dans une envie, dans son acception originelle, celle d'un péché capital. D'ailleurs, le seul péché... Vous citez Seven, quand vous parlez de ce film. On rentre dans l'intro par Seven, parce qu'il est intéressant de voir que l'envie est le seul péché capital qui ne procure pas de plaisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir du plaisir par la colère, juste à fomenter sa vengeance, et puis tous les autres péchés apportent du plaisir et de la jouissance. Pas celui-là. L'envieux, non. L'envie, clairement, c'est un sentiment douloureux, torturant. Il y a une jolie petite phrase de Marilyn Monroe qui dit finalement qu'elle le dit pas comme ça, mais qu'elle supporte plus finalement le regard envieux de tous ceux qui la regardent. C'est difficile aussi le succès pour certaines personnalités qui sentent ça sur leurs épaules. C'est désagréable pour l'envieux, c'est désagréable également pour l'envié. Mais sur le plan de l'entreprise, parce que ça pose quelques sujets, Didier Pitlet dit c'est pas si simple de trouver un leader qui vous donne envie. C'est un peu le sujet du jour, au-delà de l'envie et je dirais de cette jalousie, cette maladie qui nous dévore parfois. Donner envie aux équipes, c'est pas si simple. Alors déjà, le premier point, c'est que envie et jalousie sont deux concepts très différents. Intéressant de les distinguer. Et vous les distinguez dans le livre. Voilà, on les distingue tout simplement parce que la jalousie, c'est une rivalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment d'infériorité. On est face à deux personnes. L'envie, il y a un rapport d'infériorité. L'envié, lui, est dans l'infériorité par rapport... l'envieux est dans l'infériorité par rapport à l'envié. Donc, jalousie, c'est plutôt une résistance à une perte. Et c'est un trio d'acteurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours, même si le troisième acteur est un travail ou un objet de convoitise, lorsqu'il y a envie, on est vraiment dans un duo d'acteurs et une non-légitimité face à l'envié qui est en supériorité. Mais pour en venir à l'entreprise, est-ce que l'entreprise et les managers ne souffrent pas, et devraient lire votre livre, de cette manière d'aborder la vie finalement et de donner envie d'abord avant de fixer des process, avant de fixer des règles et de donner l'impression qu'on est dans un carcan. Est-ce que c'est pas ça le rôle du manager ? Alors c'est vrai qu'il y a 3 points qui sont très importants d'aborder par rapport à cette envie. C'est le facteur contextuel. Donc là, le manager a pleine responsabilité en dehors de donner envie, déjà de déceler les caractères envieux, les individualités qui ont propension à être gagnés par l'envie. Donc, il doit être très attentif à certains traits de caractère, comme des personnes qui ont propension à avoir une faible estime de soi, quelque part, qui vont être beaucoup plus sujets à l'envie. Puis, peut-être ceux qui seront en plus forte conscienciosité, centrés sur les objectifs, là, ce seront des terrains moins propices. Donc, il y a ces éléments-là. Et puis aussi, la cohésion dans le groupe. Lorsqu'il y a cohésion dans le groupe, l'envieux va être plus favorable à placer son envié en rôle modèle et à peut-être être moins en sentiment d'infériorité et plus en action pour se dépasser. L'idée, c'est pas d'avoir en entreprise une utopie égalitaire, puisque quelque part, la piqûre de l'envie est très bénéfique pour se surpasser. À condition de savoir l'utiliser. À condition de savoir l'utiliser. Ou la canaliser. Et de comprendre que les profils envieux peuvent être très délétères pour la cohésion d'équipe, parce qu'ils vont avoir des réactions de paresse sociale ou alors de malveillance, même par rapport au profil envieux. Mais c'est presque, là, vous voyez, l'échange qu'on a sur ce plateau, c'est presque un sujet de psycho. On est presque entré dans la psyché du salarié, parce que c'est de ça dont on parle depuis le début de notre échange. Pour moi, il est très intéressant d'aborder d'abord les facteurs individuels et de voir les traits de personnalité et ceux qui ont forte propension à être gagnés par l'envie. Puis après, il y a les facteurs relationnels et les facteurs contextuels. Envier, on le voit, il a une vision négative, enfin en tout cas difficile, mais avoir envie,
c'est presque le plus beau mot de la vie, avoir envie. Alors nous, on l'a compris. D'abord, on a fait une forte étude de la littérature. Bah oui. Quel était le consensus? C'est très riche. Et on a compris que l'envie, finalement, donnait des réponses à l'envie. Donc il fallait... Elle était très intéressante, cette envie, parce que c'est comme les stress de niveau 1 à 3. L'envie qui donne la piqûre de se dépasser et d'être gagné par le désir de performance, finalement, est très positive, à condition qu'elle ne pollue pas l'individu. Donc, quels individus sont gagnés par cette envie, lesquels sont capables vraiment de dépasser ce sentiment d'infériorité. Sans se brûler. Parce que la question des salariés qu'on entend sur ce plateau, d'ailleurs, j'avais tellement envie de bien faire et j'étais dans un désir absolu que j'ai fini en burn-out. Oui, et puis quelque part, la malveillance vis-à-vis de l'envié, le retrait, l'isolement sont également très nuisibles. Donc une partie des maux du groupe dans l'entreprise, pilotée par un manager, viennent, c'est en tout cas une analyse que vous faites. Elle est partout, l'envie, mais elle est partout. Elle est dans notre quotidien, elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans le désir mimétique aussi. Le désir de ce que l'autre a et finalement de se rendre compte que ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc le manque d'autonomie par rapport à ses propres désirs est passionnant aussi à questionner. Livre très profond, très documenté avec différents... on a évoqué le cinéma, mais bien plus des philosophes, la littérature pour essayer de comprendre ces concepts, philo, psycho aussi. Parce que merci à tous les contributeurs et experts. Je ne les ai pas tous cités, hein, mais Pierre-Marie Argouache, Dominique Barrault, Olivier Bas, Malek Boukherchi, Patricia Cadre, Chintron, De Villiers, Olivier Dussert, Jean-Luc Emery, pour ne citer que. Une trentaine de personnes. Et je n'ai pas cité Pitlet et le professeur, votre collègue à l'ESCP, notre Philippe Gabillet. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Édition Erol, Envier ou avoir envie, la couve est très sympa par ailleurs. Et l'intérieur du livre est d'une richesse absolue. Lisez-le. On fait une courte pause et merci à vous, évidemment, Raphaël Lobby. On fait une courte pause. C'est l'actualité avec le cercle RH et les experts. La retraite, cette main tendue par Laurent Berger avec ce malentendu autour de l'ordre du jour, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Et puis on va s'intéresser aussi à ce projet de loi sur le partage de la valeur, parce que le gouvernement accélère. Et puis on fera à la fin de notre émission un petit éclairage sur l'égalité femmes-hommes en Catalogne avec une mesure un peu originale. Voilà le programme. Tout de suite, c'est le cercle RH, juste après la pause, évidemment. Le cercle RH avec les experts de Smart Job, les retraites, avec cette discussion main tendue de Laurent Berger. Y aura-t-il ou pas cette rencontre? Probablement que oui. Sur quel thème? On ne le sait pas. L'âge pivot, on en parlera ou on n'en parlera pas. Ça, c'est un sujet. Est-ce qu'on est dans de la communication pour, j'allais dire, gagner du temps? Est-ce que c'est aussi une stratégie, et ça concerne évidemment Smart Job, une manière de fissurer l'unité syndicale qui est quand même unie depuis le début de ce mouvement social? On parlera de la loi partage de valeur, parce que le gouvernement accélère et a bien envie évidemment de jouer sur cette idée qu'il faut partager la valeur, dans un contexte d'ailleurs de polémique sur l'augmentation du salaire du patron de Total. Et puis on terminera sur l'égalité femmes-hommes en Catalogne avec une mesure, je dirais, un peu originale. On en parlera avec mes invités. Olivia Copin, bonjour. Ravie de vous accueillir, fondatrice du cabinet Juste Business, enseignante au CELSA. Jean-Christophe Sibéras est à vos côtés. Bonjour Jean-Christophe. Vous êtes le CEO et cofondateur de New Bridges. Avec un S. Avec un S, New Bridges. Je fais un peu d'anglais dans cette émission. Et vous êtes, faut-il le rappeler, vous avez été DRH d'entreprises publiques et privées. Sylvain Bersinger est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Économiste chez Asterès. Alors vous avez des chiffres et des analyses souvent extrêmement pointues. Et puis ce livre, alors je le montre parce qu'on n'a pas eu le temps de le bantitrer, collection Ligne de repère, parce que vous aimez bien écrire, hein, vous. Apprenons l'économie avec Michel Audiard. J'adore. Je vais garder ce livre et le lire. Je ne sais pas si Michel Audiard sera autour de la table ou si l'esprit Audiard sera autour de la table, mais comment vous regardez cette espèce de jeu? Alors pour les téléspectateurs qui nous regardent, on est dans quoi? On est dans du cinéma, dans de la communication, on est dans du jeu de dupes, on est dans quoi là? Je te tiens par la barbichette, c'est quoi l'idée? Il y a sûrement un peu de communication, de stratégie politique. Alors bon, moi je suis économiste, c'est pas mon domaine de compétence, mais je pense qu'en fait il y a un problème quand même de fond, et on peut discuter tant qu'on veut, mais il y a des gens, Macron, son gouvernement,
qui pensent qu'il faut travailler plus longtemps pour financer les retraites, et il y a des gens qui sont fondamentalement pas d'accord, pour de bonnes ou de mauvaises Et raisons. majoritairement, je m'autorise, vous n'êtes pas sondeur, mais on voit bien quand même que la majorité des Français n'y sont pas favorables. C'est vrai, mais d'une manière générale, quand on demande aux gens est-ce que vous voulez travailler plus, est-ce que vous voulez payer plus d'impôts, globalement, les sondages sont plutôt contre. On est d'accord. Voilà. Mais je pense que, alors oui, il y a une stratégie probablement politique du gouvernement d'essayer, comme vous l'avez dit, de fissurer l'union des syndicats, mais je pense qu'au fond, il y a quand même un désaccord de fond sur la nécessité ou pas et la volonté ou pas de travailler plus. Et je ne sais pas si ça va déboucher sur grand-chose, cette négociation. Parce qu'on entend l'idée chez Laurent Berger, en tout cas, mais qui maintient le cap, et la CGT aussi, c'est, nous, on veut bien parler, mais il y a une forme de préalable. Le mot n'est pas utilisé, mais le préalable, c'est on met sous cloche cette réforme et on discute pendant 6 mois. Comment vous regardez cela, Olivia Copin ? Est-ce que ça peut être une sortie de crise ? Parce qu'on est quand même dans une situation pour le moins complexe. Moi, je pense que ça peut être au contraire le début de la crise. Enfin, ah oui. C'est un peu, proposer de faire une pause. Effectivement, d'un point de vue communication, ça peut être une main tendue et on peut l'entendre. Mais on est quand même dans une crise. Pour moi, en fait, la crise au niveau des retraites, c'est la continuité de la crise des gilets jaunes, c'est la continuité des antivax. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même un fond d'antimacronisme et la volonté de remettre en cause aussi quelque part les institutions, puisque faire une pause sur un texte qui a été voté pendant des jours au Parlement, même si le 49.3 est impopulaire, et ça, il faut mettre ça sur la table. Et débat accéléré. Mais oui, c'est un argument d'un point de vue communication, mais ça ne réglera pas le problème de fond, puisque ce texte est passé. Donc, qu'est-ce qu'on remet en cause avec cette pause ? Et le Conseil constitutionnel, parce qu'il y a aussi ce délai, je pense que le gouvernement a ça en tête, justement, et se donne du temps pour savoir ce que va faire le Conseil constitutionnel sur un certain nombre d'articles, notamment la question des seniors et quelques autres articles qui, dit-on, seraient hors cadre. Vous en pensez quoi ? On a vu la petite phrase de Laurent Berger qui est passée. Je propose, pour apaiser les choses, qu'il y ait un temps d'écoute et qu'on mette sur pause la réforme des retraites. Bon, on voit bien, c'est pas dit, mais c'est l'idée, on gagne un peu de temps, puis après on l'enterre, et puis on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a de ça ? Mais le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Non, ce que je pense, c'est qu'on est en train de passer à autre chose, en fait. C'est déjà ça qui se passe. Et le fait que en tout cas un certain nombre de syndicats ont accepté d'aller à Matignon la semaine prochaine, c'est en fait une bascule, c'est un moment de bascule, c'est un moment où pendant 3 mois on ne s'est pas parlé, mais il arrive, c'est malheureux d'ailleurs que dans des conflits on ne se parle pas, parce que les règles de base, c'est même quand on est en conflit avec quelqu'un, il faut avoir une ligne rouge. C'est un peu le propre des conflits, Oui, mais quand on en a fait pas mal, ce qui m'est arrivé dans ma vie en termes de conflits syndicaux dans les entreprises, on s'arrange quand même de toujours garder un téléphone rouge pour s'appeler, parce qu'il ne faut pas lancer la bombe atomique quand même. Bon, là, il n'y a même pas eu ça là, pendant 2-3 mois. Donc il y a une bascule qui se produit là en ce moment. La médiation, non. Mais on va quand même se causer. On va se causer pour faire quoi ? Pour vous, on tourne la page. Pour moi, il se passe 2 choses. 1, il y a cette rencontre la semaine prochaine. Et puis 2, il y a le congrès de la CGT cette semaine. Là. On va en parler, mais ça va avoir un effet sur ce qui se passe en fonction de qui va sortir des urnes au niveau leadership CGT. Oui. Et on comprend quand même que ce qui s'annonce, c'est plus dur que ce qui avait été prévu. C'est une bascule et un changement d'orientation de la CGT. Donc je pense que la CFDT a déjà anticipé ce changement de la CGT, un durcissement assez probable, en tout cas d'elle qui ne supportait pas finalement la ligne Martinez d'alliance calme, responsable, donc un unitaire. Et donc je pense que la CFDT anticipe ça et a accepté le rendez-vous de Matignon, parce que de toute façon, il y a un moment donné où il faut effectivement être capable dans une réunion, il faut savoir de se reparler, 2, de se dire là on n'est pas d'accord là-dessus, mais on peut peut-être travailler sur autre chose. Juste d'un petit mot, allez-y Olivia, puis Sylvain, mais vous vouliez rajouter un élément, parce qu'il y a quelqu'un, Jean-Christophe dit on tourne la page et on est en train doucement sur la pointe des pieds d'en sortir. Vous dites on remet de l'huile sur le feu. Oui, parce que je pense que vraiment ça serait vraiment radicalisé avec l'emploi du 49. Voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même derrière une volonté, en tout cas un appel, notamment de la part de la jeunesse. En tout cas, vous avez la majorité des Français qui sont contre cette réforme, et ceux qui vraiment manifestent dans la rue. Il y a vraiment cette volonté aussi c'est une crise de la représentativité. Et donc je pense que cette histoire des retraites va rester quand même comme un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron jusqu'au moins au mois de juillet. Probablement. Où il y aura peut-être l'idée d'un remaniement. Mais et pareil avec le Conseil constitutionnel, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit des articles où on peut imaginer que le Conseil constitutionnel devrait du coup ne pas valider cette réforme parce qu'elle est impopulaire, là aussi on est au-delà du débat de la réforme de retraite, dans
dans un débat institutionnel. Puisque le Conseil constitutionnel, son rôle, c'est de savoir si une loi est constitutionnelle ou non, pas savoir si elle est impopulaire. Mais il y a une partie des personnes... C'est tout le débat. Voilà. Mais il y a une partie des personnes qui manifestent, qui ont une volonté d'avoir plus de représentativité et une... Oui, c'est un débat plus profond que cache ce débat purement sur l'âge de départ. Il y a effectivement peut-être d'autres malaises plus profonds qui traversent les salariés. Un mot sur l'économie, parce que vous êtes économiste. Elle est impactée, notre économie, là ou pas? Moi, je lis que globalement, notre économie continue à se développer. On cherche toujours des salariés sur le marché du travail et que globalement, c'est à peu près la même situation. Non, l'impact macroéconomique des grèves ou des mouvements qu'on voit, il est très faible. Il est faible. Il est au mieux l'épaisseur du trait. En fait, ce n'est pas la première fois qu'on a des mouvements sociaux en France et des grèves. Sur les exemples passés, même 95, il y a eu des grèves très dures, ça avait été 0,1-0,2% du PIB sur un trimestre et rattraper le trimestre d'après. Donc là, bien sûr, c'est très visible. On voit les poubelles dans Paris, il y a les métros qui sont bloqués ici ou là, il y a la casse qu'on voit à la télé. Mais voilà, la France, c'est comme une économie de 2400 milliards d'euros. Donc ce n'est pas quelques poubelles qui brûlent qui ont vraiment un impact très fort. Juste un mot sur les syndicats, parce qu'on va parler de la CGT, puis on va parler de la valeur travail. Mais sur les syndicats, d'un mot chacun, parce que vous l'avez évoqué, Jean-Christophe, 53e congrès donc, de la CGT, c'est la fin de Martinez avec ses célèbres moustaches et ce ton qu'il avait à lui. La CFDT, Laurent Berger va aussi quitter l'espace dans à peu près les mêmes conditions. Est-ce que, pour la première fois de notre histoire, la force du mouvement syndical, malgré sa faible représentativité, ça a été son unité, finalement? Je crois que s'il y a un gagnant dans cette affaire, en France, entre tous les acteurs, c'est les syndicats. Clairement. On a vu des remontées de popularité un peu impressionnantes, des adhésions en masse. Il faudra quand même les garder, les adhérents. Oui, parce que les CFDT, on a perdu un peu. Hein. Adhérent un jour, ça ne veut pas dire adhérent toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que Laurent Berger le dit bien, donc c'est un travail... Enfin, il récupère des troupes. Là. Mais, et là, pour le coup, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, parce que une démocratie sans des interlocuteurs, sans des gens avec qui travailler, avec qui causer, même si on n'est pas d'accord. Je veux dire, on peut quand même confronter des arguments et chacun peut en réfléchir. Donc la bonne nouvelle, c'est effectivement un regain des syndicats. Et quand on est dans les entreprises, au niveau RH, le problème, c'est un peu pareil. Quand vous n'avez pas d'interlocuteur, il faut un interlocuteur. Le bateau, comment on navigue? Des fois, le paquebot, c'est compliqué. Oui, parce que les Français ne sont pas forcément toujours concernés, mais beaucoup de décisions se prennent avec les partenaires sociaux, d'une forme un peu paritaire. On décide, on travaille ensemble et on construit ensemble. Olivia, sur ce dialogue social, et encore une fois, parce que j'ai un regard un peu panoramique sur le mouvement social, un jour, la CGT signait les accords avec Nicolas Sarkozy, la CFDT signait les accords avec François Hollande, donc chaque gouvernement avait son syndicat. Là, il y a une unité. Sarkozy. Il y a eu, rappelez-vous, les accords Bernard Thibault qui avait plutôt signé une partie des accords, c'était il y a longtemps, mais là, il y a unité, c'est-à-dire que l'ensemble des syndicats sont unis. Oui, alors ils sont unis. On est en temps de crise. C'est vrai que ils ont réussi à trouver sa unité. Après, je pense que il y a quand même beaucoup de challenges qui attendent les syndicats aujourd'hui. Il y a, quelque part, comme le gouvernement, ils ont vécu aussi une crise de représentativité. Oui, et puis ils font de la politique aussi. Que jusqu'en 2012, quand même, il y avait des désignations, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'élection. Donc c'est qu'en 2012, c'est quand même assez dingue de se dire ça. Un problème aussi de représentativité, de porte-parole, d'incarnation. Qui va porter les syndicats pour aller chercher cette jeunesse qui est de plus en plus politisée, qui est de plus en plus militante, mais qui se jeune de 15 ans là, mais qui se tourne vers les ONG, qui vont se tourner vers d'autres formes. C'est vrai. Et d'ailleurs, la NUPES et les Verts ont réussi à quelque part faire revenir cette jeunesse. Avec l'écho Sainte-Soline, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui dans quelques slogans de manifestants, il y avait le débat des retraites, il y avait Macron, il y avait l'idée de faire une sorte de conjonction des convergences des luttes. Basculons sur le partage de la valeur. Je me tourne vers vous parce que ça, c'était un document que devaient signer tous les syndicats. Tous ne l'ont pas signé, mais il y a l'idée d'accélérer le rythme et de faire un projet de loi sur le partage de la valeur. L'idée, c'est quoi? C'est que intéressement, participation, c'est de faire un peu ruisseler un peu plus les fruits et les résultats de l'entreprise. C'est ça l'esprit. Je pense que l'idée, c'est qu'on a vu quand même pendant ces dernières années, avec notamment le boom du prix de l'énergie, certaines entreprises faire énormément de profits, notamment énergétiques, il y a eu dans le transport maritime aussi, et donc avec l'idée que ces profits seraient pour partie, entre guillemets, illégitimes, en tout cas moralement condamnables, puisqu'ils sont faits indirectement. C'est des surprofits. Voilà, c'est des profits importants, conséquences indirectes de la guerre en Ukraine. Ils auraient profité de la crise.
Voilà, Ah oui. ils auraient, voire ils ont, je ne sais pas comment le dire, profité de la crise. Donc, Dites-le comme vous voulez. et donc il y a cette idée que ces profits seraient peu légitimes et que donc ils doivent être repartagés. Donc l'idée, c'est de faire un peu contre-feu à travers ce texte. Là aussi, on est un peu dans de la com, là. L'idée, c'est qu'une partie de ces profits soit reversée aux salariés, alors sous différentes formes, primes, participation, etc. Alors après, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que il y a, c'est vrai, certaines grandes entreprises énergétiques ou autres qui ont fait beaucoup de profits. Il y en a qui ont aussi beaucoup souffert de la crise. Donc quand on dit les profits des entreprises, ça dépend desquels on parle, parce que quand on regarde les taux de marge moyens, alors c'est vrai qu'au 4e trimestre, ils ont un peu augmenté, mais globalement, ils avaient baissé. Voilà, ils ont fait un peu le yo-yo depuis le Covid, mais si on compare à avant la crise Covid, on va dire une période plus entre guillemets normale, ils sont pas à des niveaux astronomiques. Nous voulons que les entreprises qui font du rachat d'actions contribuent à la meilleure rémunération des salariés. Ça, c'est une phrase de Bruno Le Maire. Nous pourrions envisager un doublement des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement. Donc, c'est une réponse aux questions de pouvoir d'achat. On a le sentiment que le gouvernement se dit, tiens, c'est peut-être un levier aussi pour apaiser certaines souffrances sociales, parce que dans les cortèges, il y a aussi la question des salaires. Vous en pensez quoi ? Il faut accélérer ou pas ? Ou c'est un peu de l'affichage, là ? Non, je pense que le gouvernement, là, avec cette annonce, il fait quelque chose d'assez intéressant. Il dit, parce que racheter des actions, ça veut dire quoi ? Juste pour comprendre, ça veut dire qu'on va essayer de faire remonter la valeur de l'action. Bah oui. On assèche le nombre d'actions. Donc ça bénéficie aux actionnaires. Et du coup, l'idée de dire, ouais, ok, si vous le faites, on n'interdit pas de faire des rachats d'actions, alors qu'il y a des gens qui sont très critiques sur le rachat d'actions, de prendre l'argent de l'entreprise pour acheter des actions, les détruire et faire augmenter la valeur. Bon, ça pose effectivement un certain nombre de questions. Des coups de bourse, quoi. Politiquement, le gouvernement se dit, il y a des entreprises qui font des choses pour leurs actionnaires en rachetant des actions, avec l'argent qui est gagné par les travailleurs, parce que finalement, il y a de l'argent. Bien sûr. Et donc, il faut que les salariés, ils aient leur part un peu en contrepartie. Donc, il y a cette idée politique de dire, quand on fait des profits, il faut que tout le monde en bénéficie et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures entre les actionnaires et les salariés. Donc ça, je pense que l'intéressement salarial, c'est un truc qui tient. Ce que je précise quand même, c'est que du coup, les super profits, ils ne vont pas en impôts, c'est-à-dire ils ne vont pas aux Français. Exact. Ils sont redirigés vers les seuls producteurs de valeur de l'entreprise. La CFE-CGC. Mais là, pour le coup, c'est un recul par rapport au débat qu'on a eu il y a quelques mois, de dire il faut taxer les super profits, au sens ça va tomber dans la caisse de l'État, et donc ça va tomber à tous les Français, et pas seulement à ceux qui travaillent dans l'entreprise. Donc une réponse à la fois très politique et très concrète à la question du pouvoir d'achat, et peut-être relancer. J'ai lu une étude de la CFE à vérifier que les grandes entreprises, finalement, allaient moins payer dans cette loi, et que les PME, elles, allaient payer plein pot en abonde pour partager la valeur, et que les PME allaient donner beaucoup plus que les très grandes entreprises à creuser. Alors, je crois qu'il parlait de là des entreprises de plus de 5000 salariés. Nous sommes d'accord. Des très grosses, mais Et celle-ci, elle est donnée que 9 à 10%, pendant que la PME, elle est donnée 23, 25, 30%. C'est assez intéressant. Mais c'est vrai, alors il y a cette idée de faire que les entreprises qui rachètent des actions participent plus. Il y a tout ce débat actuellement sur le rachat d'actions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Racheter des actions, c'est redonner de l'argent aux actionnaires en faisant monter le cours de bourse, en permettant à l'actionnaire de faire une culbute et une plus-value sur son titre. Mais au fond, c'est un petit peu la même chose qu'un dividende. Le rachat d'actions comme le dividende, c'est une manière de rémunérer l'actionnaire. Et actuellement, on pointe un peu du doigt les rachats d'actions, mais je comprends mal pourquoi les rachats d'actions seraient plus condamnables que les dividendes, puisque dans les deux cas, c'est de l'argent qu'on prend de l'entreprise pour rémunérer l'actionnaire. Donc voilà, je trouve qu'il y a un petit côté un peu politique et affichage de pointer que les rachats d'actions. On joue un peu comme ça sur de l'affichage en disant aux Français, vous voyez, on s'occupe de votre pouvoir d'achat, on est à votre chevet, en tout cas au chevet de votre portefeuille. Olivia, un tout petit mot, parce que je ne voudrais pas croire que je vous pose la question à vous sur le mascara, parce que je ne voudrais pas après être accusé de forme de misogynie, mais sur cette question-là, affichage ou pas, pour y répondre simplement ? Un peu des deux. Un fichage en termes de timing au niveau de com, on voit bien que c'est une manière de créer un peu d'oxygène dans le débat et de dévier l'attention. Sur la question du partage de valeur, j'ai envie de dire, tout le monde est d'accord. Voilà. Ça, c'est un truc que tout le monde partage. On n'est pas dans un... Voilà, on est tous d'accord pour partager la valeur. Ce qui peut être intéressant dans les dividendes salariés, c'est peut-être aussi une manière pour le salarié de rester plus longtemps dans l'entreprise. Oui. Parce qu'on parlait du syndicat. Oui, ça l'engage. Le salariat fragmenté fait aussi que le syndicalisme l'est également, donc ça peut l'engager. Ça le motive, oui. Et sur la question des profits, ce que je trouve intéressant, c'est on parle finalement des bons et des mauvais profits avec les super profits. Les super profits. Quid des entreprises qui font aussi des profits au détriment de la planète, au détriment des pays en développement. Donc vous êtes en train de nous remettre en question tous les profits. Non, finalement. mais pourquoi pas finalement se dire que cette dividende salariée peut être élargie plus globalement pour... Dividende salarié contesté sur le plan économique, parce que certains disent mais ça n'a aucun sens de parler de dividende salarié.
Oui, Vous le validez, vous, ce terme? Bah, Le dividende, c'est pour les actionnaires, donc par essence, il ne peut pas être pour les salariés. c'est vrai que c'est un peu antinomique, oui. On est d'accord. Un dividende salarié, puisque le dividende C'est rémunère c'est l'actionnaire. antinomique, Bah oui. c'est antinomique sur le plan Antinomique. économique, mais du coup, Oui, sur la comme le logique. vilain, c'est l'actionnaire, Bah voilà, ça parle plus évidemment à l'opinion publique, parler de dividendes. Un mot, parce que je ne voulais pas qu'on se quitte avant, parce que souvent on oublie un thème et je voudrais qu'on le prenne. L'inspection du travail de Catalogne impose une amende de 30 000 € à la compagnie low cost Welling, compagnie aérienne, pour discrimination, parce qu'on impose aux femmes de se maquiller et de s'habiller, d'avoir des dress codes, mais pas aux hommes. Donc il y a une discrimination. Vous soutenez cette idée ou pas? Bah, en fait, Les hommes ne sont pas obligés de mettre du mascara dans les en fait, avions non ce plus. qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je crois que la tenue pour les hommes, c'était une tenue propre et soignée. Oui, pas pour les femmes. Effectivement, je pense qu'on est quand même typiquement dans un exemple. Il y a un peu des métiers comme ça, les hôtesses de l'air, où la femme est quand même assez sexualisée, puisqu'elle doit mettre des talons, elle doit se maquiller. On parle même de la teinte du maquillage, la couleur du rouge à lèvres. Donc c'est quelque chose qui paraissait totalement normal avant. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'étais pas au courant. Et quand j'ai lu l'article, je me dis, mais oui, ça paraît complètement ahurissant. Ce qui peut être intéressant, ce qui m'a questionné, c'est une tenue non genrée. Donc ça veut dire que les hommes peuvent venir En avec jupe. des talons ou maquillés. Bah oui. Voilà, c'est ça la question. Vous en pensez quoi, concrètement? Je vous vois un peu dubitatif. Il y a quand Oui. même une amende de 30 000 €. Bon, alors, Oui, d'abord, c'est pas une amende, c'est une poursuite, c'est un procès verbal Exact. qui pourra être jugé en justice. C'est vrai. Voilà. Mais ceci dit, il semble quand même que l'entreprise en question est en train de réviser son dress code, C'est ça. on va dire. Donc, Elle évitera ils ont l'amende. pris la menace au sérieux, surtout qu'il y a une autre entreprise qui s'était déjà fait poursuivre. Enfin, l'idée, c'est la Mais bon, sexualisation là, effectivement des hôtesses. le vrai sujet, c'est effectivement faut-il accentuer quelque part la différence entre les hommes et les femmes. À mon avis, très honnêtement, c'est très compliqué. Je suis assez d'accord. À mon avis, on s'en sort pas de ce genre de machin. Il y a des tas de métiers où effectivement, en tout cas en France, pour revenir en France, c'est vrai qu'on est assez libéral en France, c'est-à-dire que libéral avec les salariés. Oui. Les contraintes imposées à salariés en matière vestimentaire Sont assez faibles. sont finalement assez faibles, sauf quand il y a des questions de sécurité, parce qu'effectivement, si vous avez des cheveux longs et que vos cheveux restent emportés dans une machine qui tourne à grande vitesse, donc il y a des questions de sécurité. On est quand même assez... il y a eu récemment une compagnie aérienne qui a sanctionné, je crois, un steward, parce que lui, il avait des tresses... Des dreadlocks. des dreadlocks. Bon, Et si on finalement, terminait là-dessus on a dit, vous ne devriez pas le faire. Et Donc, si on terminait sur les dreadlocks du steward? faisons un peu du... Olivia, alors un dernier mot parce qu'on est très en retard. C'est quand même un sujet d'actualité. Je pense aussi aux professionnels de tennis, les femmes qui ont demandé dernièrement Exact. à tenter le short. Le short. Donc je pense que c'est juste une question Tels les hommes. d'égalité. C'est pas très compliqué. Enfin, pour être très honnête, connaissant un peu ce sujet, elles portaient déjà des shorts moulants sous leur jupe. Donc, autant porter des Donc shorts. le débat avait été tranché depuis quelques années, à l'époque de Gabriela Sabatini, pour ne citer que cette très, très jolie joueuse de tennis. Et puis si on parlait Michel Audiard, bah oui, ça c'est intéressant. L'économie, Michel Audiard, je trouve ça génial. Sylvain Bersinger, chez Asterès, vous étiez notre invité, et votre livre Apprenons l'économie avec Michel Audiard. Je vais m'y plonger dès que je sors de l'émission. Merci Olivia Copin, Juste Business et enseignante au CELSA, et merci à Jean-Christophe Sibéras, CEO de New Bridges. Et je l'ai bien dit cette fois-ci. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un sujet passionnant, le dark web, avec une étude qui indique bien que sur le dark web, qui est la zone grise, la zone noire du web, eh bien, on n'a jamais autant embauché et recruté. C'est un marché en matière de recrutement qui est incroyable. On en parle avec notre invité, l'auteur de cette étude. Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui du dark web. Vous avez sûrement entendu parler de cette zone grise, zone noire du web, avec des ventes d'armes, la pédocriminalité, tous les sujets criminels passent sur ce deuxième réseau difficilement accessible. Et on en parle parce qu'il y a des enjeux RH. Oui, figurez-vous qu'il y a des enjeux RH, et on va en parler avec Noémie Münster, porte-parole et chargée de communication chez Kaspersky France, entreprise russe. Tout à fait. Dont le CEO est russe, et avec combien de collaborateurs? 5000 collaborateurs 5000 à travers le monde. Et vous en France? Nous, on est 60. 60. Et donc, on va se pencher très directement sur votre étude, pour la résumer. Il y a des enjeux RH de recrutement aussi forts qu'ailleurs, dans des zones, je le redis, le dark web, ce sont les zones où se réfugient tout ce que, je dirais, la criminalité, le trafic, la pédophilie, les ventes d'armes illégales. Donc là, il y a un marché?
Oui, tout à fait. Il y a un marché. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette étude, justement, pour un peu comprendre finalement comment ça se passait au niveau du recrutement, des profils, parce qu'il y a beaucoup de mythes aussi autour de la cybercriminalité, ce qui s'y passe, le profil finalement des attaquants, des groupes criminels, etc. Et donc, du coup, on a été nos chercheurs ont été investigués sur le dark web pour comprendre les offres d'emploi qui s'y trouvaient. Alors, pour nous prendre par la main, parce qu'on est une émission RH, dans les postes qui sont... alors là, ils existent en termes de grille de salaire, parce qu'il y a aussi une grille. Oui. Il y a les attaquants, qui sont les spécialistes de l'informatique qui mènent des attaques sur les réseaux. Exactement. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une entreprise qui dit, là, récemment encore, des institutions très connues qui ont dit, c'est fini, j'ai plus d'accès. Ça, c'est les attaquants. Donc, ils se lèvent le matin, ils ouvrent leur ordinateur, et leur boulot, c'est d'attaquer une institution. Oui, en fait, c'est vrai dingue. que la cybercriminalité, et c'est un peu ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est que ça fonctionne comme une entreprise finalement. Les groupes d'attaquants, ils recherchent plusieurs types de compétences et plusieurs types de profils. Donc, il va y avoir les développeurs directement du malware, il va y avoir les professionnels de l'infrastructure, et puis il va y avoir ceux qui sont en fait dans les jobs légaux, ça existe aussi. On appelle ça les pen testers. Donc leur but, ça va être de pénétrer finalement et d'avoir un retour, exactement, bien sûr, pour vérifier donc les capacités de sécurité. Et côté illégal, du coup, c'est à peu près le même job, sauf que du coup, leur job, c'est pas du coup de derrière mieux sécuriser, mais compromettre. Compromettre, et donc de demander des rançons, et donc d'avoir une action criminelle. Exactement. Derrière, du coup, il y a aussi, toujours dans les mêmes types de jobs, derrière, il va y avoir aussi d'autres profils qui vont s'occuper de la négociation pour avoir un paiement de rançon, par exemple. Vous allez loin, parce que, attaquant, vous avez une grille de salaire. Oui. $2 500, parce que c'est des salaires fixés en dollars. Les développeurs, 2000. Les rétro-ingénieurs, c'est $4 000. Et puis, je vois aussi que les codeurs de logiciels malveillants, c'est-à-dire tout ce qui vient venir vous pourrir la vie à une entreprise ou à vous, eux sont très recherchés aussi. Ça marche comment ? Il y a des annonces sur des job boards sur le dark web. Comment on recrute ? En fait, a priori, ce qui se passe, c'est que c'est à peu près en fait, comme dans le marché légitime, finalement. Il y a des annonces d'emploi, finalement. Et on les trouve où ? Sur les réseaux clandestins. Donc, typiquement, sur le dark web, il y a aussi des messageries. Il y a aussi, du coup, des posts, en fait, finalement, presque un LinkedIn sur le darknet, en fait, finalement. Et donc, on a un contrat de travail, on peut faire du télétravail, on a un jour de repos. Est-ce que ça fonctionne pareil, de la même manière ? Oui, globalement, il y a un certain nombre de jobs où ça fonctionne de la même manière. Alors, le contrat de travail, en revanche, non, ça, c'est relativement rare. Compliqué, ouais. Et c'est ça aussi qu'on voulait mettre en avant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes, par exemple des jeunes développeurs informatiques qui vont se dire c'est de l'argent facile, je peux travailler de chez moi et puis je peux même cumuler avec un job légal. En fait, c'est illégal. Il y a beaucoup de risques. Il y a des poursuites. Il y a quand même les forces de l'ordre qui traquent aussi du coup ce genre d'emploi, de personnel. Et donc, en fait, on sous-estime souvent les risques quand on veut se lancer dans ce genre de pratiques. Et donc, c'est aussi l'intérêt de notre étude de montrer que finalement, il n'y a pas de contrat de travail, c'est pas des jobs légaux. Et donc, en fait, foncièrement, même si on a participé qu'à un maillon de la chaîne d'une cyberattaque, on est dans l'illégalité. On est dans l'illégalité et on peut aller en prison. Donc, c'est un peu comme ces dealers là qui sont au coin des tours et qui gagnent quelques centaines d'euros par jour dans l'illégalité pour vivre. Vous dites à ces informaticiens, faites gaffe. Derrière, il y a des États quand même. Oui, ça arrive, en effet. Alors, sur le dark web, de ce qu'on a constaté quand même, ceux qui recrutent le plus, donc en effet, il va y avoir les groupes APT. Donc, les groupes APT, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est sponsorisé par des États. Souvent, les États se cachent. Donc, en l'occurrence, ils passent, eux aussi... On a parlé de la Chine, on a parlé de la Russie, sans vous embarrasser. Non, ça n'embarrasse pas. On sait que, globalement, ça fait partie des pays qui sont quand même très proactifs en matière de cyberattaque. On sait aussi et d'où aussi la recrudescence des emplois sur le dark web, à partir du moment où le contexte géopolitique est tendu, il y a aussi beaucoup, finalement, de personnes qui s'engagent, mais presque plus par activisme que par volonté, on va dire, de criminalité pour déstabiliser. Acte politique. Exactement. Et on le voit. Ça reste illégal, mais... C'est passionnant cette étude. J'imagine que les services de renseignement français l'ont lu et européens. Merci d'être venu. Allez la lire cette étude parce que je la trouve d'abord totalement originale. On n'avait jamais eu une étude de cette qualité et c'est un travail d'enquête des équipes Footprint Intelligence de votre entreprise que vous représentez, l'entreprise Kaspersky, qui est une entreprise de 5000 collaborateurs avec une soixantaine de collaborateurs ici en France. Exactement. C'est une étude totalement dingue qui nous donne un état des lieux de ce dark web. Merci d'être venu nous rendre visite, Noémie. Vous êtes porte-parole et chargée de communication chez Kaspersky France. Tout à fait. Merci. L'émission est terminée. J'ai évidemment un peu de retard. Je remercie toute l'équipe. Je remercie Angèle à la réalisation. Je remercie Héloïse au son. Je remercie l'équipe de programmation de Nicolas Juchat, évidemment. Et Laure-Hélène, merci à vous. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.